Le conflit en Ukraine et la guerre au Proche-Orient entre le Hamas et Israël favorisent, on s'en doute, l'industrie militaire, un secteur qui intéresse d'ailleurs de nouveau, évidemment, sans doute, les investisseurs. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. On a envie de savoir quelles sont les valeurs françaises cotées en bourse qui sont exposées à ces thématiques qui profitent, en tout cas dont la bourse profite. Oui, alors c'est vrai que, bon, David, c'est indéniable, hein, depuis 2022, les questions de défense sont revenues au cœur des préoccupations des États européens. Juste un petit chiffre, hein, en Europe, en 2022, les budgets de défense des États se sont envolés de 13%. C'est la plus forte poussée en 30 ans. Et au niveau mondial, les dépenses militaires, elles ont augmenté, elles, de 6% en 2022, et elles ont atteint un record de plus de 2200 milliards de dollars. Alors, le problème, c'est qu'en fait, depuis le début de l'offensive russe, donc en février 2022, plus des 2 tiers des équipements militaires achetés par les Européens ont malgré tout été produits par des entreprises américaines, d'après les données de la Commission européenne. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de groupe français? Si, on en a des groupes français qui sont en pointe. Alors, si, heureusement David, c'est quand même un contexte qui profite aussi aux fournisseurs français. Alors, sachant que eux, historiquement, ils étaient déjà bien positionnés et tournés vers l'international. Pour mémoire, hein, le poids de la France par rapport au PIB mondial, d'après le FMI, c'est moins de 3%. En revanche, la France, elle est quasiment au deuxième rang en termes de position comme exportateur d'armes. Donc, les acteurs français, ils ont en fait effectivement, ils peuvent pas se contenter du seul marché national, donc ils sont vraiment tournés vers l'exportation. Elle constitue 40% du chiffre d'affaires, on va dire, de ce qui constitue la base industrielle et technologique de défense en France sur un chiffre de 2022. Alors, on sait en plus, David, que en France, c'est un peu particulier parce que l'État français, il est à la fois un important donneur d'ordre, hein, bien sûr, mais il est aussi souvent premier actionnaire des grands groupes du secteur, dont les noms sont connus de tout le monde, hein, Airbus, Safran, Thales, Naval Group, KNDS, etc., ou à défaut très impliqués dans la gouvernance à travers une action de préférence du groupe Dassault Aviation. Et en bourse, on sait que cette activité militaire n'avait plus trop la faveur des investisseurs à mesure que les critères ESG et la finance verte est montée en puissance. Oui, c'est vrai. Alors là, c'est vrai que c'est en train de bouger, David, parce que, bon, c'est clair qu'avant la guerre en Ukraine, les règlements internes des fonds souverains, des grands institutionnels interdisaient très souvent d'investir directement dans les sociétés cotées, justement, qui relevaient du secteur de la défense. Alors, c'est en train de bouger, alors ça va prendre du temps, mais effectivement, on entend maintenant une petite musique qui nous dit que finalement, tout ce qui est environnement, social et gouvernance, hein, le ESG, a du sens que dans le contexte géopolitique dans lequel on vit, donc il y a un nouveau discours un peu qui se met en place. Bon, on va pas changer, en fait, en quelques mois, ce qui s'est construit en 10 ans, mais c'est vrai, les titres du secteur défense, et notamment ceux de notre cote hexagonale, ils ont connu un très beau parcours boursier depuis 2022, il faut le reconnaître. Et quelles sont les valeurs françaises qui sont le plus exposées au secteur de l'armement? Alors, justement, alors c'est effectivement particulier. Enfin, il y a une particularité, c'est que nos géants du secteur, ils ont tous un modèle qui combine à la fois les activités civiles et militaires. Alors nous, au Revenu, on a un petit avantage pour ça, c'est qu'on a un journaliste spécialisé dans ce secteur notamment, mais pas uniquement, Philippe Benamou, qui mène l'enquête pour nous et qui va chercher des données qui, en fait, on ne trouve pas facilement, auxquelles on n'a pas accès directement. Notamment parce qu'en fait, les groupes communiquent sur leur métier et donc ils combinent à la fois le civil et le militaire. Donc il faut aller pêcher l'information et essayer de la retrouver. Elle n'est pas toujours d'ailleurs dans les documents, hein. Alors, premier exemple, Thales, groupe d'électronique civile et militaire. Le métier historique, c'est effectivement la défense et la sécurité. C'est plus de la moitié des facturations du groupe. Et alors là, les perspectives effectivement sont très très bonnes. En 2023, ça va être le 5e exercice consécutif de prise de commandes qui sont supérieures au chiffre d'affaires. Hein, c'est-à-dire que, en fait, le carnet de commandes de Thales, il est à un niveau record, hein, 35 milliards d'euros. Il représente 3 années et demie de revenus dans ce domaine, hein, avec une bonne rentabilité opérationnelle en plus, à hauteur de 13%. Donc là, on est sur un cycle effectivement pluriannuel. Alors, Thales, en plus, peut profiter d'éventuels nouveaux succès à l'export du Rafale,
parce que en fait Thales équipe en outils électroniques, radar, système de communication, etc. Pour à peu près un quart en fait de la valeur du Rafale. Il conçu donc par Dassault Aviation. Il apporte aussi cette partie d'équipement. Et alors en fait, il se trouve que Dassault Aviation est aussi actionnaire de Thales, actionnaire de référence à hauteur de 26%. Et oui. D'ailleurs, on avait le patron Dassault Aviation qui était sur ce plateau, Éric Trappier, il y a cela quelques jours, qui nous disait qu'il avait justement des carnets de commandes remplis sur beaucoup d'années. Ah oui, alors effectivement, là c'est effectivement assez voilà, là il y a une vraie perspective, on va dire enfin pour le Rafale qui est enfin reconnu par les États qui sont clients. Alors c'est effectivement plus de 60% du chiffre d'affaires de l'aviation est fait dans le militaire, sur le chiffre de l'an dernier. Et là, comme vous le disiez, de nombreuses commandes d'avions de chasse dans le passé récent. En Inde, en Égypte, au Qatar, en Indonésie, en Croatie, en Grèce. Bon, la vente record, ça a été fin 2021 aux Émirats Arabes Unis. C'était 80 appareils. Et puis, il y a des nouvelles cibles commerciales à l'Arabie Saoudite, peut-être de nouvelles commandes en Inde ou en Égypte. Et puis il faut pas oublier ce qu'apporte en fait la loi de programmation militaire française, qui vise à renforcer la flotte de l'armée de l'air française avec 37 Rafales à horizon 2030. Donc, un carnet de commandes effectivement extrêmement bien rempli, à près de 90% dans la défense, 211 Rafales à livrer, dont 141 à l'export. Alors, et ça veut dire que l'industriel Dassault Aviation a devant lui plus de 15 ans de production grâce au carnet de commandes au rythme actuel. Et là, en fait, on a un groupe qui était quand même assez injustement décoté et qui est en train de remonter la pente. Puisqu'on est dans l'aviation, on pourrait penser à Safran, à Airbus, qui combinent à la fois du civil et du militaire aussi. Oui, tout à fait. Et alors, Safran, c'est vrai que c'est majoritairement civil, mais Safran met l'accent sur la défense depuis 2 ans. Alors, les activités militaires chez Safran, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires, et pour moitié dans les moteurs, bien sûr, et notamment aussi pour le Rafale, dans d'autres avions de combat, dans des hélicoptères dédiés aux armées, une partie aussi sur l'électronique de défense, et il se trouve qu'en outre, le groupe Safran a multiplié ces dernières années les croissances externes pour renforcer ses positions. Donc là aussi, de belles perspectives et qu'on voit clairement dans l'évolution du cours de bourse sur les 2 dernières années. Tout comme Airbus aussi. Oui, Airbus. Alors donc là, Airbus, on change un peu de dimension. Là, on est sur un groupe européen avec une forte dominante franco-allemande. On n'est plus uniquement franco-français. Mais comme Safran, effectivement, c'est de l'aéronautique commerciale qui est dominante. Néanmoins, on le sait, on n'y pense peut-être pas forcément, mais Airbus revendique d'être un acteur important dans la défense en Europe, notamment avec les hélicoptères militaires, avec l'avion de transport militaire, le A400M, et donc ça en fait un poids lourd du secteur. Il y a aussi la branche défense et espace, avec les drones, les satellites, les systèmes de communication sécurisés. Voilà, au total, en fait, les activités défense d'Airbus, c'est là aussi à peu près 20% du chiffre d'affaires, et en fait une dynamique qui est forcément poussée en ce moment par le budget militaire des États, mais en fait, il y a une dynamique aussi du côté des avions de combat Eurofighter et puis du fabricant de missiles européen MBDA, dans lesquels en fait Airbus a une participation à hauteur de plus de 37%. Et là aussi, ça n'est pas consolidé dans ses comptes, mais enfin, ça joue un rôle dans le secteur. Laurent, je vous taquine à moitié, mais vous me parlez de Thales, de Dassault Aviation, d'Airbus et de Safran. On s'en doute un peu. Évidemment, elles sont incontournables. Il n'y a pas d'autres valeurs moins connues, plus petites aussi ? Oui, alors il y a effectivement d'autres valeurs moyennes, de petites valeurs qui sont spécialisées et qui sont dans le secteur aussi. Alors on en suit quelques-unes. Bon, il y en a une que je vais vous citer, c'est effectivement l'ancien groupe Gorgé, c'est Exail Technologies, qui s'est recentré depuis 2023 sur la robotique autonome. Donc là, ils conçoivent des drones, des systèmes critiques. Là aussi, une activité à peu près équilibrée entre les applications civiles et les applications militaires. Et là aussi, une forte prévision de progression des revenus en 2024, après un bond de 16% en 2023. Et voilà, des activités aussi avec des appels d'offres à l'international, et puis dans tout ce qui est aussi la navigation, les sonars, etc. Bon, bref, là aussi, un carnet de commandes de près de 2 ans de chiffre d'affaires devant soi, donc plutôt une bonne perspective. Il y avait des perspectives qui sont bonnes aussi, hélas, pour 2024 et peut-être les années suivantes.
Pour le secteur Oui, global. on est obligé effectivement de le dire, David. C'est bon, c'est des valeurs là à fort potentiel boursier, c'est clair. Alors j'allais dire effectivement comme vous, hélas, parce que malheureusement, compte tenu de l'évolution de la situation géopolitique, qui risque de se prolonger, de la menace russe et du conflit au Moyen-Orient, ça. Bon, ce sont des valeurs qu'on écarte à jouer dans la période de remilitarisation de l'Europe de l'Ouest. Voilà. Mais en tout cas, pour l'investisseur, effectivement, il y a un vrai changement de paradigme et d'évolution. On le voit sur les cours de bourse des 2 dernières années. Avant de se quitter, Laurent, la une du Revenu Hebdo qui sort demain, vendredi, donc alors, à la veille de ce week-end de Pâques. Ce long week-end pascal avec 2 jours de bourse, 2 jours de fermeture de bourse. Donc ce grand dossier de notre journaliste Philippe Benamou sur le secteur de la défense et les valeurs cotées sur la côte française et européenne. On revient aussi, alors on a une interview exclusive de la présidente de Croissance Plus, et puis également de la présidente de Syensqo, c'est la société issue de la scission du groupe chimiste Solvay en 2 entités. Voilà. Puis on revient en fait sur quelques conseils gagnants et notamment Guerbet, qui a doublé depuis notre conseil d'achat, avec bien sûr nos analyses du marché qui restent toujours dans un environnement assez surprenant. Vous l'avez évoqué régulièrement vous aussi. Merci beaucoup, à lire donc ce week-end tranquillement dans le Revenu Hebdo. Merci Laurent, salut. Merci David.